Et là, justement, pour faire mon enquête, il lance un autre scénario de virus, c'est-à-dire un virus informatique sur cette même chaîne d'approvisionnement. Et en fait, les conclusions sont très claires. Oui, effectivement, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, associée à une impréparation des populations, cela affaiblirait le continuum de sécurité défense parce que le vigile de supermarché serait débordé. Il ferait appel à la police municipale qui serait débordée. Il ferait appel à la police nationale qui serait débordée. Il ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc en fait, c'est un rhéostat, ce continuum de sécurité défense, c'est que chaque maillon supplée l'autre lorsqu'il a une difficulté. Donc en fait, étant donné que nous sommes sous perfusion alimentaire, sur quelque chose, donc un sujet qui est à la base de la pyramide des besoins de Maslow, et bien très concrètement, cela affaiblirait réellement les forces de sécurité. Donc on est capable, pour préserver notre système de santé, de mettre en place des mesures barrières. Donc pourquoi on ne le ferait pas pour préserver notre système de sécurité intérieure et de sécurité nationale, en mettant en place des mesures barrières concernant l'alimentation? On n'a pensé qu'à ça pendant des générations. On a commencé par courir après notre nourriture, parce qu'on était chasseurs-cueilleurs. Hein. Ensuite, on s'est posé, on l'a fait pousser autour de nous au néolithique, lorsqu'on a inventé l'agriculture, moins de 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser les grains, on a inventé les villages, les villes. Et c'est là que l'espace s'est transformé en territoire. C'est là qu'on a inventé la politique, c'est là qu'on a inventé l'aménagement de l'espace. Maintenant, c'est cette nourriture qui vient à nous, sans qu'on se questionne sur le pourquoi et sur le comment et sur le jusqu'à quand. Et si on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait mettre en place, lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, parce que l'ordre public, avant qu'on invente les États-nations, c'était grandement en local. Ça se fait. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Donc, c'était une conscience et une responsabilisation collective, donc politique, qui se rajoutait à une conscience et une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Et il y avait un arrêté royal de 1720 à peu près qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi? Et parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée quelques années avant. Donc en fait, le plus vieux couple de risques qui existe dans les villes, c'est approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc en fait, la sécurité, c'est pas flashball, drone et compagnie, non. C'est toute la partie qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tout le volet préventif. Donc justement, il faut tout simplement regarder à nouveau en face le plus vieux sujet du monde, qui est le lien entre l'alimentation et la sécurité. C'est tout bête, hein. Et il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Donc en fait, dans les documents d'information communaux sur les risques majeurs, dans les plans communaux de sauvegarde, tout ça, ça existe. Il suffit tout simplement d'enrichir ces documents avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. C'est ce que j'ai démontré dans le cadre de mon bouquin. Il y a une sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, qui l'a porté au Sénat et qui a déposé un projet de résolution il y a 2 ans. Il n'a manqué que 16 voix pour que ça soit adopté. Et entre-temps, le ministre de l'Intérieur lui-même a dit que, avant le Covid, que la probabilité est faible, mais le risque est majeur. Le risque est majeur. On a tout. Et si ce sujet avait été présenté au Sénat après le Covid, il aurait été voté, il aurait été adopté. Donc c'est ça. La probabilité, ça augmente avec ça augmente à chaque fois. Et il y a des invariants, c'est-à-dire se nourrir, ça ne bouge pas par contre. Donc en fait… Et le 15 décembre là, 2020, le sénateur Marchand a sollicité le ministre des Armées et le ministre… la ministre des Armées et le ministre de l'Agriculture sur ce sujet de la résilience alimentaire qui n'a pas été donc voté au Sénat en termes de proposition de résolution, mais qui interroge fortement
surtout avec… sénateur Marchal, sénateur du Nord, donc c'est très intéressé, s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, suite à la sénatrice Laborde, et il défend ce sujet pour que les collectivités locales soient autorités organisatrices concernant l'alimentation. Non, collectivité locale. Autorité organisatrice. C'est-à-dire que les collectivités locales, les communautés de communes ou autres, aient en charge cette question-là, donc et les responsabilités et les moyens qui vont avec pour reterritorialiser ce qu'on peut de l'alimentation, mais également un autre volet que je propose, c'est la préparation des populations. Et également, le consommateur peut être coproducteur de sa propre sécurité. C'est-à-dire qu'un consommateur qui flèche ses achats vers des produits locaux, eh bien, il maintient en vie des infrastructures nourricières autour de lui. Et d'ailleurs, on est très content lorsqu'il y a une période de pandémie. Le réflexe, c'est quoi? Lorsqu'il y a de l'insécurité qui arrive, on se raccroche aux repères locaux. Ben oui, c'est ce qu'avait fait le préfet du Vaucluse. Donc, en fait, c'est une question de sécurité d'avoir un maximum de producteurs locaux autour de soi. C'est tout à fait. Et ventre affamé n'a point d'oreille. Churchill il disait qu'on est entre la civilisation et la barbarie, il n'y a que 5 pas. Et que quelque part, la fin justifie les moyens, mais la fin est païenne aussi. Donc voilà, on n'invente rien, c'est tout simplement de la. En fait, on applique la loi de 2004, de modernisation de la sécurité civile. Ça, c'est une mauvaise idée, ça. Et mettre la main à la pâte. Réquisitionner des supérettes et des supermarchés qui pourraient être potentiellement vides, c'est complètement con. Voilà, bonne lecture. L'idée, c'est vraiment, pour moi, je parle en tant qu'ancienne réserviste en gendarmerie, famille de militaires, mon père est 21 ans d'active, et le maintien de l'ordre, c'est hyper compliqué, et maintenir une population qui a faim, on va galérer. Donc, le but, c'est vraiment d'assurer une assiette pleine en temps et en heure, par des outils administratifs, par des institutions, mais par aussi des mouvements citoyens, de travailler en trait d'union, de manière à ce que derrière les forces de l'ordre, il y a des humains qui ont faim, qui ont besoin de payer leurs factures, qui ont besoin de manger. Et donc, en fait, qu'on soit militaire, qu'on soit maire, qu'on soit gardienne d'enfants, qu'on soit paysanne, eh bien, en fait, on est tous dans la même merde si on n'a pas une assiette pleine. Et donc, oui, à l'Élysée, c'était pareil. Moi, j'ai passé 9 ans là-bas. Sécurité des présidents, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de stock alimentaire là-bas. Donc, au bout d'un moment, protéger un président, c'est bien gentil, mais quand sa famille ne crève pas la dalle. Parce que sinon, au bout d'un moment, on le lâche, le président. Donc, c'est une sécurité de tous les niveaux. De tous les niveaux. Et c'est pour ça que, alors, on a créé, enfin, Madame a créé les brigades d'e-crime avec d'autres. On écrit au procureur parce que le manquement à une obligation de sécurité, c'est l'article 121.3 du Code pénal, je ne vous apprends rien. Et c'est un moyen pour les brigades d'e-crime de dire, écoutez, maintenant, il faut qu'on s'y mette tous. On écrit au préfet, on écrit au maire pour dire, écoutez, on va vérifier avec vous que ce qu'explique Stéphane Linou, c'est cohérent et que c'est une obligation de pouvoir nourrir les citoyens en cas de crise majeure. Donc, le but, c'est pas de faire une chasse aux sorcières, mais c'est beaucoup plus d'aider. Parce que des bonnes volontés locales, regardez, il y en a partout. Typiquement, on a beaucoup, je vous filme pas, on a beaucoup de producteurs locaux qui ne demandent qu'à être soutenus dans une démarche de sécurité publique. On ne peut pas trafiquer influence. Quand on est maire, quand on est élu, on ne peut pas dire, tiens, allez, consommer machin. On n'a pas le droit. Par contre, on a une obligation, c'est de dire aux populations qu'elles doivent connaître leurs 10 crimes. On a une obligation de sensibiliser les populations. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sensibilises la population? Voilà. Sur le crime. Alors, non, typiquement. J'ai aussi sensibilisé ces messieurs qui ne savaient pas ce qu'était un crime. Les élus ne savent pas toujours ce qu'est un les élus ne savent pas non plus. Ne t'inquiétez pas, c'est 90% de la population ne sait pas. Mais personne ne sait en fait jusqu'à quand que M. Linou et M. Boisson en fait commencent à communiquer, je ne connaissais pas non plus. À l'époque, quand j'étais réserviste, mon commandant de brigade, il ne savait pas non plus. Mon maire, là où j'ai la ferme expérimentale, à l'époque, l'ancienne maire ne savait pas non plus. En fait, ce n'est pas un document qui est très connu et c'est pour ça que mais bien sûr. Il y a une obligation d'informer la population et c'est pas fait. Une fois par an.
Et le remplir, c'est une chose, mais vérifier l'imprégnation en est une autre. Ici, on a plein de centrales nucléaires. Enfin, c'est ça. Hein. Donc, imaginez une situation, je vais faire très bref. Vous venez de déposer votre enfant à l'école. Vous ne connaissez pas votre DICRIM, d'accord? Parce que la mairie l'a rempli, mais elle n'a pas dit, mais dis donc, vous avez vérifié que vous connaissez votre DICRIM. Et vous venez de laisser votre enfant à l'école, vous êtes sur la route pour aller à la gendarmerie. Et là, vous entendez problème sur une centrale nucléaire. Vous faites quoi? Vous n'êtes pas en service. Oui, mais vous n'allez pas chercher votre fils ou votre fille? Dans le DICRIM, c'est écrit que vous ne pouvez pas. Parce que les enfants vont être pris en charge par l'école. Et les primo-intervenants, que sont aussi les pompiers, vont certainement venir pour apporter soutien aux enfants et donner la pilule d'iode qui va saturer la glande de thyroïde. Enfin bref. Mais le problème, c'est que si tout le monde fait comme ça, c'est-à-dire, je connais pas mon DICRIM, bon bref, donc mon bon sens me dit d'aller chercher mon enfant. On crée quoi? On crée un bouchon, on crée devant l'école des paniques parce que les gens ne vont pas savoir que l'enfant n'est pas là, leur enfant n'est pas là. On crée un bouchon et derrière la sirène des pompiers qui ne peuvent pas passer. On crée donc un suraccident. Donc nul n'est censé ignorer la loi pour le coup. Et les élus doivent considérer aujourd'hui les alertes officielles du Sénat, mais pas que. On a beaucoup d'alerteurs qui sont des institutionnels, qui font des alertes officielles et qui sont des institutions internationales. La IEA sur l'énergie, l'ONU sur des crises alimentaires justement. Et donc il faut considérer parce que sinon on sera tous débordés et à un moment on pourra plus faire notre boulot. Merci.